Bonjour à tous. Au cours de ces 20 dernières années, nous avons réalisé d'importants progrès dans le démembrement des douleurs périnéales. Notre sujet d'aujourd'hui, la névralgie pudendale, y a participé de manière particulièrement importante. Le diagnostic de névralgie pudendale repose sur un territoire douloureux et un mécanisme lésionnel sur lequel on reviendra, provoqué en position assise. Mais nos patients présentaient également un certain nombre de symptômes témoins de dysfonction viscérale et autres symptômes qui ne pouvaient pas être expliqués par le conflit canalaire limité au nerf pudendal. Nous avons pu progressivement comprendre l'ensemble de ces syndromes douloureux qui sont schématisés sur cette roue par la compréhension d'un mécanisme associé systématiquement face à une douleur qui se nomme la sensibilisation. La sensibilisation, elle est physiologique. Elle résulte au départ d'une lésion qui va induire ce qu'on appelle une réaction inflammatoire locale, et cette réaction inflammatoire locale va être à l'origine d'une hyperalgésie que l'on va qualifier de primaire. L'information douloureuse via les fibres nociceptives va être transmise au niveau central, mais dans le même temps, ces fibres vont avoir une conduction antidromique et libérer dans la zone inflammatoire une substance pro-inflammatoire qui s'appelle la substance P. De proche en proche, les fibres nerveuses nociceptives de proximité vont être stimulées à leur tour, avoir une conduction centrale et une conduction antidromique, libération de substances pro-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle l'inflammation neurogène médiée par les structures nerveuses. Cette inflammation neurogène est physiologique, vous la rencontrez systématiquement dans toute douleur. Lorsque vous avez une piqûre, vous avez une lésion, et autour vous avez cette zone endolorie, qui est le résultat de l'hypersensibilisation périphérique et de cette inflammation neurogène. Son objectif, éviter la stimulation de la région en la rendant allodinique le temps de sa cicatrisation. Donc on est dans des mécanismes d'hypersensibilisation périphérique physiologique avec des modifications des fibres qui vont avoir une sensibilité différente qui est fonctionnelle. Lorsque ces modifications perdurent dans le temps, elles vont aboutir à des modifications structurelles. Qu'est-ce qui peut les maintenir? Une stimulation douloureuse qui se maintient dans le temps, par exemple. Ces modifications périphériques structurelles vont progressivement être à l'origine, en fonction de leur quantité, de cette diffusion régionale, d'un afflux au niveau central d'informations nociceptives importants qui va en cascade induire une hypersensibilisation du système nerveux central, médulaire, jusqu'au niveau cortical. Cette hypersensibilisation, comme vous pouvez le voir, va être à l'origine d'une pérennisation des douleurs et d'une diffusion des douleurs au-delà du territoire lésionnel de départ, nous permettant de comprendre, chez nos patients présentant une névralgie pudendale, la présence de syndromes douloureux fonctionnels, urétral, vésical, rectal, mais également au niveau musculaire sous forme de syndrome myofacial et au niveau cutané sous forme d'allodinite contact. Cette hypersensibilisation va intéresser le système somatique, mais également le système végétatif, mais également le système émotionnel et donc une dimension émotionnelle à nos douleurs. La composante musculaire est particulièrement importante. Elle est moins connue au niveau périnéal et elle peut être à l'origine de douleurs quasi permanentes. Le patient ne fera pas la différence, il ne va pas parler de douleurs musculaires, il va parler de douleurs profondes ou de douleurs à type de brûlure, alors que nous sommes dans une douleur de type musculaire. Les muscles impliqués vont être le releveur de l'anus avec ses différents faisceaux, le muscle obturateur interne, en ce qui concerne les muscles profonds. Au niveau superficiel, l'ensemble des pelvitrochantériens peuvent être également impliqués. Au niveau pelvien et abdominal, le muscle psoas et le muscle iliaque. Le système végétatif, particulièrement développé au niveau viscéral, est également développé sur l'ensemble de la surface du corps et va participer également par ces phénomènes d'hypersensibilisation aux douleurs que présentent nos patients. Au niveau pelvien, la concentration de la sensibilité végétative au niveau viscéral
végétative au niveau viscéral permet de comprendre l'implication de l'ensemble de ces structures. Nous avons deux systèmes. Le système de la chaîne ganglionnaire paravertébrale qui est schématisé, qui se termine par un ganglion unique, le ganglion impar, et les plexus organisés de manière étagée au niveau pelvien et périnéal, le plexus hypogastrique supérieur et le plexus hypogastrique inférieur. Ces phénomènes d'hypersensibilisation, comme nous l'avons vu dans le schéma précédent, vont induire un mécanisme d'auto-entretien finalement de la douleur, puisque la libération des substances pro-inflammatoires va induire une stimulation, et que cette stimulation va induire, etc., d'autres libérations de substances pro-inflammatoires. Et donc on est dans une sorte de cercle vicieux, induisant parfois des douleurs qui vont persister malgré la régression de la lésion. On peut le voir notamment après une infection urinaire, notamment chez l'homme, après une prostatite, la persistance de douleurs indépendamment de l'infection. On parlait à une certaine époque de prostatite chronique, mais la compréhension de ces phénomènes ont fait évoluer également la définition et la dénomination des pathologies et des syndromes douloureux. On parle maintenant de syndrome douloureux pelvien chronique. On prend en acte de cette dimension d'hypersensibilisation à l'origine de douleurs. Cette hypersensibilisation se traduit dans la sphère urologique avec l'ensemble de symptômes, les douleurs au remplissage vésical, à l'origine de syndrome douloureux de vessie, des douleurs à la miction, syndrome douloureux urétral. On peut avoir également des syndromes douloureux pelviens avec des sensations de douleur et de compression au niveau périnéal, notamment dans les suites de prostatite chronique. La sphère digestive peut être impliquée à la fois dans les suites d'une pathologie telle qu'une fissure anale, des hémorroïdes, après une chirurgie pelvienne ou périnéale. Il est de même de la sphère génitale. Ces phénomènes d'hypersensibilisation sont d'autant plus présents ou ont un potentiel à se développer qu'il existe déjà des signes d'hypersensibilisation chez nos patients, que sont la migraine, le SADAM, la fibromyalgie, les allergies. L'ensemble de ces éléments sont recherchés à l'interrogatoire et témoignent chez nos patients de l'existence déjà d'un terrain d'hypersensibilisation qui va favoriser la survenue d'une hypersensibilisation après un acte chirurgical ou parfois une pathologie infectieuse. Donc, on décrit des phénomènes d'hypersensibilisation à l'origine de douleurs, indépendamment de toute lésion. La lésion est partie, les douleurs perdurent. Si la douleur intéresse plusieurs organes, on parle de syndrome douloureux régional complexe. Ces phénomènes d'hypersensibilisation, comme vous l'avez compris, ils sont systématiquement présents face à une lésion. Soit nous sommes dans un phénomène d'hypersensibilisation physiologique transitoire, soit nous sommes dans un phénomène d'hypersensibilisation qui s'est installé, et donc la douleur que vont présenter nos patients va être d'une part des douleurs de lésion, un exemple, vulvodynie provoquée, endométriose, post-radiothérapie, post-infectieuse, post-opératoire, mais également des douleurs en relation avec ces mécanismes d'hypersensibilisation qui vont être différents en fonction du territoire. Au niveau pelvien et périnéal, nous aurons la sphère urologique, digestive et génitale qui va participer par ces mécanismes d'hypersensibilisation et qui parfois va rendre le diagnostic plus difficile si on n'a pas cette dimension de l'hypersensibilisation dans l'analyse, dans le démembrement des douleurs que présentent nos patients. Cette démarche, elle est également réalisée dans le cadre des névralgies, pudendales, cunéales inférieures, mais également des coccicodinies. On peut avoir mal au coccyx parce qu'on a une lésion osseuse, on peut avoir mal ou un vécu comme coccygien lorsqu'on a des douleurs d'insertion musculaire ou des douleurs d'antésiopathie. Si bien que progressivement, nous allons avoir à la fois sur l'ensemble de ce territoire pelvien et périnéal des douleurs qui vont être des lésions, exemple le syndrome du piriforme, mais également des douleurs qui vont être réactions. Nos patients qui présentent une névralgie pudendale présentent un syndrome myofacial, donc cette composante musculaire, qui peut intéresser l'ensemble des muscles pelvico-antérieurs et donner une symptomatologie dans la région fessière, similaire à ce que l'on peut rencontrer dans un syndrome du piriforme avec des douleurs en position assise dans la région fessière. Donc, ces syndromes douloureux peuvent être à eux seuls une pathologie, quelle qu'ils soient, mais ils peuvent également, par ces phénomènes de diffusion régionale, être présents comme une douleur réactionnelle. Notre approche nécessite une connaissance de ces syndromes douloureux
d'organes, syndrome du périforme, les névralgies inguinales, les coccycodinies sur lésions articulaires, et une connaissance de ces phénomènes d'hypersensibilisation. Nous avons évoqué ces syndromes douloureux entre guillemets de surface, mais on peut se retrouver avec des douleurs au point de départ après des infections urinaires à répétition, un syndrome douloureux de vessie, et des phénomènes de sensibilisation vont être à l'origine d'une diffusion de la douleur sur l'ensemble du périnée, et par le même mécanisme aboutir à un syndrome myofacial régional. Donc, face à toute douleur, on va retrouver dans notre démembrement les symptômes propres à l'infection ou à la lésion, on va dire, et puis les symptômes résultant de l'hypersensibilisation. Nous avons le moyen d'intégrer dans notre réflexion cette composante d'hypersensibilisation. Nous allons revenir à la névralgie pudendale. La névralgie pudendale a été décrite, M. Robert a décrit 3 zones de conflit. Vous avez sur le schéma, sur ces 2 schémas, le trajet du nerf pudendal. Il quitte la région endopélienne en passant sous le muscle périforme. C'est la première zone de conflit possible dans le canal infrapériforme. Ensuite, il passe en regard de la pince ligamentaire entre le ligament sacro-épineux et sacro-tubéreux. Différentes variations anatomiques de ces ligaments peuvent induire une compression du nerf à ce niveau. C'est la zone de compression la plus fréquente que l'on est amené à rencontrer. Et puis enfin, le nerf va rentrer dans un dédoublement de l'aponévrose du muscle obturateur interne qu'on appelle canal d'Alcock, qu'il va quitter ensuite pour rejoindre la graisse pararectale. Et ensuite, il n'y a pas de conflit possible. Le diagnostic est avant tout clinique. Il nécessite la présence d'une douleur au moins dans le territoire pudendal. Le démembrement doit permettre de comprendre les autres douleurs, bien entendu. Il n'y a pas de déficit sensitif, ça c'est très important. Les douleurs sont aggravées ou provoquées en position assise avec un soulagement sur le siège des toilettes. Elles sont non insomniantes, mais là encore, il faut faire attention à la notion de syndrome myofacial. Des patients peuvent vous dire j'ai mal la nuit tout simplement parce qu'ils ont un syndrome myofacial, des douleurs musculaires, et quand ils s'appuient notamment sur leur muscle pelvitrocanthérien, ils peuvent avoir des douleurs en position allongée. Donc cette notion de réveil nocturne, d'absence de réveil nocturne, il faut pondérer cela et rechercher des éléments qui permettent de comprendre à l'interrogatoire. Enfin, lorsque tous ces éléments cliniques sont présents, on ne l'a pas mis dans les critères indispensables, mais il faut qu'une imagerie soit réalisée et que cette dernière ne met pas en évidence d'anomalies. Par ailleurs, lorsque nos patients présentent une douleur, par exemple anale, il est important que dans leur parcours, ils aient vu un gastro-entérologue, qu'une pathologie d'organes soit éliminée. Lorsque l'ensemble de ces éléments sont réunis, on évolue pour confirmer le diagnostic de névralgie pudendale vers un bloc test. Les textes actuellement réalisés, le long du trajet du nerf pudendal, c'est la pince ligamentaire. On ne fait plus le canal d'Alcock puisqu'il va être exploré soit par la pince ligamentaire, soit en amont par un bloc test des trous sacrés. La névralgie clunéale a été découverte au début des années 2000. On avait des patients qui finalement présentaient une douleur qui était plus externe. Et enfin, certains patients opérés d'une névralgie pudendale évoquaient la présence de territoires douloureux plus latéraux et ne répondant pas donc à la prise en charge. Le diagnostic de névralgie clunéale a été évoqué à cette époque en raison de ces éléments. Le diagnostic est clinique, encore une fois. Il implique une douleur latéro-périnéale. Comme schématisé, c'est des schémas de patients qu'on vous montre sur ces images. Il est provoqué en position assise. On n'a pas le soulagement sur les sièges des toilettes que l'on retrouve dans le cadre de la névralgie pudendale, étant donné que souvent les patients sont assis sur la racine de la cuisse, et donc ça peut au contraire même aggraver les douleurs. Ce sont des patients qui n'ont pas de douleur dans la région médiane, et il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur également. Donc, on se retrouve avec une douleur avec un horaire mécanique. Idem, en position allongée, s'il existe des contractures fessières, ils peuvent avoir des douleurs en position allongée. Ils peuvent également avoir des douleurs en position debout et à la marche, mais la douleur prépondérante reste en position assise. Lorsque ces éléments cliniques sont réunis et que l'imagerie ne met pas en évidence d'anomalies, on évolue vers un bloc test. Alors, la névralgie clunéale inférieure résulte le plus souvent de 2 zones de conflit. Une extension du ligament sacro-tubéreux, qui peut avoir une extension latérale importante et venir comprimer le nerf cutané postérieur de cuisse ou ses branches. Cette extension peut même aller plus loin, parfois jusqu'à comprimer le nerf sciatique, mais on y reviendra.
Dans le cadre de la névralgie clunéale, donc première zone de conflit, l'extension latérale du ligament sacro-tubéreux. Une seconde zone de conflit possible, c'est une extension fibreuse arciforme venant réaliser un véritable canal en dehors de l'ischio. Donc, deux zones de conflit possibles, par conséquent, le test va être réalisé dans le même temps sur ces deux zones, en regard de l'ischio et au niveau de la pince ligamentaire. Les blocs sont extrêmement importants. Ils ne doivent pas être réalisés sans une évaluation rigoureuse. Ça signifie un patient qui arrive une heure avant, qui va s'asseoir. Au terme de ce délai, on le voit pour évaluer s'il a bien compris le test. Il va remplir sur une échelle les zones douloureuses et l'intensité douloureuse et la nature de la douleur. Ça, c'est très important parce que l'anesthésie va provoquer une gêne et pour lui, s'il y a toujours quelque chose, donc c'est pareil. Il faut vérifier s'il avait une brûlure avant, par exemple. Donc, les tests extrêmement importants pour pouvoir conforter un diagnostic. Ensuite, nous avons pu constater chez certains patients, en préopératoire, comme vous le voyez dans le schéma en bas à gauche, un territoire douloureux qui dépasse largement le territoire du nerf pudendal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des patients qui en post-opératoire disent « Oui, mais je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais mal également au niveau paramédian ». Alors, nous avons pu constater, lorsqu'on a repris une série de patients présentant une névralgie clunéale inférieure, et pour lesquels nous avons eu besoin d'aller vers une chirurgie de décompression, un tiers de ces patients avaient déjà une névralgie pudendale opérée, et donc des douleurs médianes qui avaient régressé, et présentaient des douleurs de type latéral persistantes ou nouvelles. Alors, depuis environ 2018, nous avons dans notre approche thérapeutique et diagnostique la notion de névralgie mixte. Il est difficile de dire que la névralgie pudendale est isolée, il est difficile de dire que la névralgie clunéale est isolée. En post-opératoire, le patient peut signaler des douleurs dans d'autres territoires et nous amener à reprendre en charge une névralgie, par exemple pudendale ou clunéale, en fonction de la prise en charge initiale. Je vous ai mis sur ce schéma pour vous permettre finalement d'établir un lien entre les différentes douleurs que présentent nos patients. En bas à gauche, vous avez un territoire d'une névralgie pudendale et vous voyez son extension. Sur les territoires, on a le territoire clunéal inférieur, mais on a également le territoire piriforme par des mécanismes d'hypersensibilisation que nous avons évoqués. Le territoire clunéal, que vous avez schématisé de manière simple, mais on a bien compris qu'il peut être beaucoup plus étendu. Et puis, vous voyez, on remonte par rapport au territoire clunéal un petit peu plus haut sur la fesse et on arrive sur le territoire du piriforme, du nerf sciatique, et donc le syndrome du piriforme. La question qui se pose et que l'on voit, nous, quand on opère les névralgies pudendales, c'est les variations anatomiques du ligament sacro-tubéreux qui peut avoir une importante extension latérale et venir comprimer ces différents nerfs, permettant d'expliquer la richesse des symptômes que l'on voit, la possibilité d'extension des douleurs dans la région fessière, indépendamment également d'un syndrome myofascial. Le traitement qui est actuellement codifié avec des études randomisées, le traitement de la névralgie pudendale, cette étude réalisée en 2005 a conforté l'intérêt d'une prise en charge chirurgicale. Comme vous pouvez le voir, une étude qui prévoyait 180 patients, mais au bout de 16 patients, il y avait suffisamment de données statistiques pour sortir des résultats. 70% des patients étaient améliorés dans le groupe médico-chirurgical et uniquement 10% des patients étaient améliorés dans le groupe médical. Depuis, dans notre prise en charge, nous privilégions toujours la prise en charge médicale d'abord. On débute par une prise en charge de l'hypersensibilisation, traitement médicamenteux antalgique neurotrope, prise en charge de l'hypersensibilité émotionnelle, prise en charge du syndrome myofascial en kinésithérapie, prise en charge en ostéopathie de l'ensemble des troubles de posture que présentent nos patients et du retentissement global que peut induire une douleur régionale, comme savent le prendre en charge les ostéopathes. L'intervention ostéopathique et la kinésithérapie sont des approches dans le cadre d'une prise en charge multimodale. Il n'y a pas une solution ostéopathique, il n'y a pas une solution kinésithérapique à ces douleurs qui sont, comme vous l'avez compris, multiviscérales et faisant intervenir plusieurs mécanismes. Lorsque cette première étape médicale ne fonctionne pas,
cela témoigne d'une hypersensibilisation rebelle. Si le test est positif, on évolue vers un traitement de la lésion en espérant dans ces conditions obtenir une meilleure réponse du traitement médicamenteux, de la prise en charge psychologique, de la kiné et de l'ostéopathie. Je vous ai résumé 2 lésions, mais on pourrait mettre d'autres lésions, le syndrome du périforme, les névralgies ilio-inguinales en tant que lésions. Ils vont nécessiter systématiquement une approche de désensibilisation médicamenteuse, émotionnelle, musculaire et une prise en charge un peu globale en ostéopathie. Et si ces approches ne sont pas suffisantes, nous évoluons vers un traitement de la lésion. Je vous ai mis secondairement le traitement du ganglion impar, les infiltrations, les radiofréquences pulsées. Ces traitements, lorsqu'ils sont réalisés en amont de la lésion, par expérience, finalement ne donnent pas de résultat durable, vont donner un résultat transitoire. Nous les réservons principalement après avoir traité la lésion dans un objectif de renforcement de notre approche de désensibilisation. Je vous en parlerai un peu plus longuement en fin de présentation. La chirurgie, dans le cadre de la névralgie pudendale, 3 voies d'abord sont décrites, pour la voie endopelvienne, la voie transvaginale, la voie paraischorectale et les voies cœlioscopiques. Ce sont des voies qui vont permettre une exposition, notamment pour la voie cœlioscopique, jusqu'au ligament sacro-épineux. Vous avez ici en bleu la résection de la membrane endopelvienne et ensuite un accès possible au ligament sacro-épineux. Cette chirurgie va permettre par voie cœlioscopique jusqu'à une section du ligament sacro-épineux. Les limites, impossibilité de libération du nerf clunéal et impossibilité de traiter les conflits qui résultent directement du ligament sacro-tubéreux. L'approche qui a été développée et sur laquelle il y a le plus d'études randomisées et actuellement reconnues est la voie décrite par M. Robert, la voie transglutéale. Elle consiste en un bord transglutéal, donc on écarte les fibres musculaires, c'est le schéma de M. Robert que vous avez en bas à droite. Il va permettre d'accéder au ligament sacro-tubéreux que vous avez vu sur la diapositive à côté. Après section de ce ligament, on se retrouve sur un accès au nerf qui va émerger sous le muscle périforme, rétrocroiser le ligament sacro-épineux et rentrer dans le canal d'Alcock avant de quitter le canal d'Alcock pour la graisse pararectale. Sur l'animation que vous avez, nous avons sectionné le ligament sacro-épineux, puis sacro-tubéreux, puis le ligament sacro-épineux. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de risque vasculaire avec une chirurgie qui est relativement superficielle, mais qui permet finalement de contrôler de plus en plus l'ensemble des structures nerveuses. Cette approche décrite par M. Robert a été progressivement améliorée. On décrit actuellement une nouvelle position opératoire qui nous permet une chirurgie mini-invasive. La chirurgie initialement décrite était un patient en position ventrale avec des conflits qui sont les uns à côté des autres, amenant à une chirurgie beaucoup plus extensive. La modification de la position opératoire a permis d'aligner dans la profondeur les différentes zones de conflit. Vous avez en haut à droite ce que l'on peut voir en inclinant simplement le regard vers le haut. On voit le nerf émerger du canal infrapiriforme, rétrocroiser le ligament sacro-épineux. Lorsqu'on regarde vers le bas, on l'a ici sur ce dessin, on va voir le nerf pudendal avec sa bifurcation. Vous le voyez ici sur un sujet, le nerf rectal inférieur, le tronc principal et sa bifurcation en profondeur. Si on regarde en dehors, on peut contrôler le nerf sciatique. Si on regarde en dedans, on a la graisse pararectale. Cette approche mini-invasive a permis de diminuer traitement la voie d'abord très nettement. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis à gauche la voie d'abord habituelle avec une incision qui fait quasiment 4 travers de doigts et l'incision actuelle qui fait la taille d'un pouce. Bien entendu, elle peut être un petit peu plus grande chez des patients obèses, mais chez des patients de corpulence normale, on peut maintenant, par une incision de cette taille, contrôler l'ensemble du trajet du nerf pudendal, mais également contrôler en dehors le nerf clunéal inférieur, les différents conflits, en profondeur jusqu'en regard de la région en dehors de l'ischio et en dehors contrôler également la graisse dans laquelle passe le nerf sciatique et lever tous les conflits. C'est ces observations qui nous ont permis de décrire ces membranes extensives venant brider également la loge du nerf sciatique. Vous avez sur cette dissection cette image qui vous permet de voir que le nerf sciatique, finalement, il n'est pas vraiment en dehors, il est vraiment dans une marche d'escalier, un peu comme les rizières en marche d'escalier. Vous voyez, vraiment, c'est pas très loin pour pouvoir accéder au nerf sciatique et contrôler
ce dernier. Vous voyez également le trajet du nerf sciatique qui est vraiment très très proche de l'ischio sur l'image en bas à droite et donc vraiment dans la continuité de notre contrôle au cours de l'intervention. En conclusion, la prise en charge de la névralgie pudendale, elle est multimodale. Si une chirurgie est envisagée, la chirurgie mini-invasive par voie transfessière est la seule qui permet à la fois de libérer le nerf pudendal, le nerf clunéal inférieur, de lever les conflits propres au ligament sacro-épineux, mais également de lever les conflits en relation avec le ligament sacro-tubéreux. Elle n'est pas envisagée avant une première prise en charge médicale, associant une prise en charge de la composante émotionnelle, une prise en charge de la composante sympathique et végétative et somatique, avec la mise en place d'un traitement antalgique neurotrope, une prise en charge de la composante musculaire par une kinésithérapie de relaxation périnéale, interne et externe, et une prise en charge ostéopathique en fonction des données cliniques des patients. Post-opératoire, on a bien compris que le problème ne s'arrête pas là en raison de l'hypersensibilisation. Post-opératoire, on continue l'ensemble de ces traitements et ces traitements, paradoxalement, parfois peuvent ne pas être efficaces en préopératoire et on voit pour des doses beaucoup plus faibles des réponses cliniques beaucoup plus importantes. On associe dans notre approche de désensibilisation l'utilisation de la radiofréquence du ganglion impar. Le ganglion impar est le relais végétatif impliqué dans l'hypersensibilisation régionale que l'on rencontre chez nos patients présentant une névralgie pudendale, mais comme vous l'avez compris, cette hypersensibilisation peut exister chez nos patients présentant des douleurs après une prostatite chronique, dans le cadre des douleurs pelviennes et périnéales dans les suites d'une endométriose et bien d'autres raisons, mais également dans le cadre des coccicodinies. Si bien que le traitement, par exemple, d'un coccyx, systématiquement maintenant, quand on infiltre la lésion, l'articulation impliquée, nous allons infiltrer dans le même temps, pour traiter la sensibilisation, le ganglion impar, le relais nerveux régional. Et l'on le voit dans nos résultats, une très nette amélioration. Vous voyez dans cette publication, il n'y a pas de grosse série, mais dans cette dernière publication, l'infiltration du ganglion impar, une première infiltration 72%, une seconde infiltration jusqu'à 97% d'amélioration, notamment des coccicodinies. La part propre de l'hypersensibilisation qui peut répondre au ganglion impar est estimée aux alentours de 40%, patients présentant une amélioration de moins 50%. Donc cette dimension et la possibilité de l'améliorer par une prise en charge du ganglion impar n'est pas négligeable. Ce ganglion impar s'instaure et se prend en charge, comme vous l'avez compris, dans le cadre d'une prise en charge toujours multimodale. L'infiltration va donner une amélioration, cette étude, 39 patients, ce n'est pas beaucoup, mais elle montre très bien cette amélioration plus profonde et plus durable lorsqu'on réalise une radiofréquence par rapport à l'infiltration. Dans la pratique également, là j'ai pu le constater, parfois des patients ne répondent pas à une infiltration du ganglion impar, mais vont répondre également à une radiofréquence. Donc, notre stratégie, par exemple, sur un coccyx, on commence par une infiltration lésion plus ganglion impar. En l'absence d'efficacité, on évolue vers une infiltration de la lésion et du ganglion impar que l'on couple à une radiofréquence. Et ainsi, on ne refait pas toujours la même chose. Et en fonction du résultat de cette approche de désensibilisation et du traitement de la lésion, on discute de l'intérêt d'aller ou non vers une chirurgie. Dans le cadre de la névralgie pudendale, la prise en charge multimodale avec un recul d'un an, nous a permis une amélioration dans 70% des cas, qui se traduit par une diminution d'au moins 3 points sur l'échelle de la douleur, ou une amélioration des douleurs perçues de 50% ou plus, ou un gain de temps assis d'au moins 1 heure. Voilà, j'espère que dans cette présentation, vous avez pu appréhender cette notion d'hypersensibilisation extrêmement importante et qui doit être intégrée quelle que soit la pathologie douloureuse que nous gérons. Le démembrement douloureux doit nous permettre d'identifier la part liée à l'hypersensibilisation et c'est cette prise en charge multimodale qui nous permet d'espérer ces résultats que nous avons dans le cadre de la névralgie pudendale. Je vous remercie.